Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience. Avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. OK, fait qu'on revient. OK, donc, on va commencer avec la lecture du gros livre. On va commencer à la première page où vous retrouvez le titre en gros. Vous avez une page, quand vous commencez, là, vous avez une page blanche. Après ça, c'est marqué les alcooliques anonymes sur une page blanche. La page suivante, vous avez les alcooliques anonymes, l'histoire de milliers d'hommes et de femmes qui se sont rétablis de l'alcoolisme. On débute là. Tout le monde a ça. Je vais vous le montrer à l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est là. C'est ça que vous devez voir. OK? Ça va-tu? Alors. Pardon, est-ce qu'on a tous la 4e édition? Oui, bonne question. Il faudrait avoir la 4e édition. Jocelyne, c'est Pascal. Je voudrais juste savoir, le gros livre, c'est-tu pareil? Oui, oui. C'est bon, ça? OK. Oui, oui. Oui, en autant que c'est la 4e édition, c'est bon. Que ce soit la grosse écriture ou que ce soit un petit format, peu importe, ça va être toujours les mêmes pages. OK? Donc, est-ce que c'est la préface? Je trouve pas, moi, avant-propos. Avant ça. Avant la préface, Hélène. Avant la table des matières. Avant la table des matières. Oui. Il y a juste une phrase. Oui, c'est ça. Oui, je n'ai à dire là-dessus. Ce que j'ai à dire là-dessus, il y a 2 mots importants dans le texte, l'histoire de milliers d'hommes et de femmes qui se sont rétablis de l'alcoolisme. Ah oui, c'est vrai, en passant, avant de faire ça, j'ai oublié de vous dire, moi, mon gros livre, c'est un livre de travail, le gros livre. Donc, pour me rappeler des choses, je prends des notes dedans avec un crayon de plomb, puis je surligne. Et j'ai 3 couleurs pour surligner. Moi, je surligne les mots importants, je les mets en rouge. Les mots importants, là. Ce qui me rejoint, je le mets en jaune. Puis, il y a les résultats que je mets en vert. Mais vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, faites ce que vous voulez, mais ça donne à peu près, je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Moi, vous voyez, j'ai mis 2 mots en rouge. J'ai mis l'histoire, puis j'ai mis rétabli. Donc, c'est les mots importants pour moi là-dedans. C'est un livre de travail. N'hésitez pas à écrire ou à surligner ou quoi que ce soit. Là. Comme vous pouvez aussi souligner au lieu de surligner. C'est votre livre à vous. C'est pour vous retrouver puis pour vous rappeler ce qui est important. Alors, le gros livre il explique comment se rétablir de l'alcoolisme. C'est la première promesse aussi du gros livre, c'est que si on suit les instructions qu'il y a dans ce livre-là, on va se rétablir de l'alcoolisme. Et on va se rétablir par le mode de vie, par les étapes. Ils ont choisi, les premiers membres qui ont écrit ça, ont choisi de l'écrire sous forme d'histoire. Donc, c'est l'histoire, c'est le comment. Comment ils ont bu, comment ils ont réussi à se rétablir, puis qu'est-ce qui leur est arrivé après ou c'est quoi les résultats après. Fait que, ils ont écrit ça sous forme d'histoire. Moi, je vous disais, je l'avais lu au début comme une histoire, oui, mais on a besoin aussi de le lire comme un manuel d'instruction. C'est un manuel d'instruction, le gros livre. Il nous donne les instructions pour faire les étapes. On a aussi le 12-12 qui parle des étapes, mais le 12-12, il donne des explications seulement. Il ne donne pas les instructions. Il donne des explications. Alors, c'est ça. Que ce livre-là soit écrit, il n'y avait pas de recette pour se rétablir de l'alcoolisme. Le gros livre est le premier livre qui a donné la recette de la sobriété. OK? Et dans ce livre-là, c'est ça, il donne la recette, puis il donne ça, je relisais
les premiers chapitres parce qu'il a fallu que je retranscrive mes notes de mon gros livre en anglais vers le gros livre en français. Puis, je relisais ça, puis je réalisais qu'ils ont écrit ça comme... dans le fond, ils ont décrit le problème en premier. Dans le gros livre, vous allez retrouver le problème. Ils vont ensuite les causes du problème. Ils vont vous donner la solution. Une fois qu'on a le problème, qu'on l'a bien défini, on peut trouver une bonne solution. Fait qu'ils vont vous donner la solution. Puis ils vont même vous donner le programme d'action à faire pour implanter la solution. Puis après ça, ils vont même vous donner les résultats afin que vous puissiez évaluer votre cheminement avec les étapes. Fait que tout ça, on a besoin de comprendre tout ça pour vraiment appliquer les étapes. Comprendre le problème, la solution, puis le programme d'action. C'est ça qu'on va parler durant nos rencontres. Donc, je vous ai dit, c'est un manuel d'instruction, puis ça fournit une recette qui est précise pour me rétablir de l'alcoolisme. Donc, il commence par de l'information simple, puis il donne des idées plus complexes au fur et à mesure. OK? Donc, pour faire nos étapes, normalement, on devrait étudier le gros livre idéalement avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Un peu comme je fais avec vous autres aujourd'hui. Tu sais, quand tu parraines quelqu'un, tu peux utiliser la même façon de faire quand tu travailles avec eux autres. Donc, c'est ça. On va y aller avec la préface. On va aller peut-être la table des matières. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Vous allez voir, il y a la première partie. On voit dans la table des matières qu'il y a une première partie avant les histoires personnelles. Là. Ça, c'est la première partie du gros livre et c'est là que sont les instructions pour appliquer le mode de vie, pour mettre en pratique le mode de vie. Après ça, comme il dit, c'est les histoires personnelles des membres. Puis, après les histoires personnelles, si vous tournez la table des matières, vous arrivez aux appendices à la fin, à la page en chiffre romain, la page X10. Dans les appendices, il y en a un qui est important pour le relèvement aussi, pour le rétablissement, c'est l'appendice 2, l'expérience spirituelle. Donc, toute la première partie va parler du rétablissement, de la façon de se rétablir et aussi l'appendice 2. OK? Maintenant, on est rendu à la préface. Hélène, si tu veux lire, tu peux lire un paragraphe à la fois, s'il te plaît. Tu fais une pause après chaque paragraphe, puis je commence, s'il y a des commentaires. D'accord. Bonsoir tout le monde. Mon prénom, c'est Hélène. Je suis un alcoolique. La préface. Voici la 4e édition du livre Les Alcooliques Anonymes, une traduction fidèle du livre d'origine Alcoholics Anonymous. La première édition apparue en avril 1939 et au cours des 16 années qui ont suivi, plus de 300 000 exemplaires ont été mis en circulation. La deuxième édition, publiée en 1955, a été publiée à plus de 1 150 500 exemplaires. Le tirage de la troisième édition, qui a paru en 1976, était de 11 698 000. OK. Alors, le gros livre, c'est ça. C'est une traduction fidèle du livre d'origine. Malheureusement, je dois vous dire que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une traduction qui a été faite par des traducteurs professionnels, je pense qu'ils provenaient de France et d'hommes, et ce n'étaient pas des membres des Alcooliques Anonymes. Alors, les termes utilisés en français sont parfois un peu plus doux que ce qui est dans la version anglaise. Et des fois, ils ont utilisé des mots différents alors que dans le gros livre, c'était le même mot. Par exemple, insanity a été traduit parfois par insanité, des fois par folie, différents termes comme ça qu'on retrouve souvent et qui n'ont pas été traduits avec le même mot. Fait que c'est ça. Au fur et à mesure, je vais vous donner le mot anglais et la traduction que je pense adéquate pour le mot. Et ça, moi, je vous dis ça, ça fait longtemps que je dis ça.
D'ailleurs, quand ils ont changé la 4e édition, ils ont même changé le contenu, le texte des 12 étapes. Et on avait protesté. Plusieurs membres du Québec avaient protesté contre ça. Mais ça n'a jamais eu de résultat, cette protestation-là. Par contre, j'ai su l'année dernière qu'à un forum territorial où les gens de New York étaient venus, ils ont admis que la traduction n'était pas parfaite et qu'il y aurait dû avoir des membres AA qui auraient dû être présents pour cette traduction-là. Il aurait dû engager des membres AA traducteurs. Ça existe, il aurait pu faire ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Donc, la traduction fidèle, ce n'est pas tout à fait vrai. Après ça. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Attends-moi 2 secondes. C'est bon. OK. C'est bon. Continue, Hélène. C'est vrai. Oui. Continue le paragraphe, s'il te plaît. Comme ce livre est devenu le texte de base de notre association et qu'il a aidé un si grand nombre d'hommes et de femmes alcooliques à se rétablir, une forte opinion veut qu'aucun changement radical ne soit apporté dans le livre. La première partie de ce livre qui décrit notre programme de rétablissement AA n'a donc subi pratiquement aucun changement au cours des 2e, 3e et 4e éditions. La section intitulée « L'opinion du médecin » a été conservée intacte, tout comme elle a été écrite à l'origine en 1939 par le regretté Dr. William D. Silkworth, un médecin qui fut un grand bienfaiteur de notre association. OK. Merci. Donc, il parle ici que le gros livre, c'est un texte de base. Un texte de base, c'est comme un manuel d'instruction. Un texte de base, dans ton auto, quand tu as ton auto, tu reçois un manuel d'instruction. OK? Alors, c'est ça que ça veut dire, un texte de base. C'est là que tu apprends les fondements ou la base de ce qu'ils veulent te montrer. Donc, c'est pour ça que ce livre-là est si important quand on fait du parrainage. Quand tu pars avec le gros livre, tu pars avec la vraie information, comme les premiers membres l'ont vécu, puis comme ils l'ont compilé dans cette histoire-là. OK? Puis, le problème, c'est que avec le temps, dans AA, le langage a changé. Il s'est passé toutes sortes de choses. Pourquoi ça a changé? Dans les premiers temps du mouvement, les membres faisaient leurs étapes très rapidement. Après la publication du gros livre, ils ont utilisé le gros livre pour faire les étapes aux membres. Okay? Les nouveaux, pas les nouveaux, les membres avec un peu de sobriété guidaient les nouveaux avec le gros livre, en utilisant le gros livre, puis ils faisaient faire leurs étapes très rapidement. Il y avait des groupes du nouveau. Il y avait des groupes du nouveau que les membres faisaient leurs étapes aussi rapidement dans ces groupes-là, avant d'aller dans un groupe régulier. Tu sais. Donc, ça a changé quand est arrivé le 12-12. En 1953, le livre, le 12-12, a été traduit. Avant ça, il y avait aussi des groupes pour le nouveau, puis il y avait des groupes d'études du gros livre. Beaucoup. Mais là, avec le 12-12, ils ont changé les groupes. Les groupes pour le nouveau sont devenus des groupes d'études du 12-12. Et comme je vous disais tout à l'heure, le 12-12 donne les explications, il ne donne pas des instructions. Fait qu'on discute dans un groupe sur le 12-12, je sais, j'en ai fait partie d'un, on discute sur les étapes, mais de façon théorique. Donc, tandis que le gros livre est plus, c'est un livre plus pratique. Ensuite, pourquoi il y a eu des changements dans le langage des alcooliques anonymes? Il y a eu des maisons de thérapie. Les maisons de thérapie sont arrivées au début des années 50. Puis, il y a la Fondation Hazelden, un groupe d'alcooliques du Minnesota, ont fait, je pense que c'est le début des maisons de thérapie, ont fait une maison de thérapie, une ferme qu'ils ont utilisée pour faire de la thérapie. Puis, ils ont monté ce qu'ils appellent le modèle Minnesota, qui utilise la courbe de Jelinek, entre autres, puis une thérapie de 28 jours, puis il y a différentes choses qu'ils ont ajoutées aux 12 étapes. Utiliser les 12 étapes, mais avec des ajouts.
Alors, ça a changé progressivement le langage dans les maisons de thérapie. Puis les gens qui sortent de là, ben, ils arrivent avec ça. Donc, style, quand tu trouves des expressions comme 90 meetings en 90 jours, ça vient carrément des maisons de thérapie. Essaye pas de trouver ça dans le gros livre, tu ne le trouveras pas. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'expressions comme ça qu'on entend aujourd'hui qui viennent des maisons de thérapie. Et ce n'est pas le langage. Et maintenant, ça, c'est les maisons de thérapie, dans les premiers temps, utilisaient les 12 étapes. Maintenant, de plus en plus, surtout au Québec, on n'utilise plus les 12 étapes, on utilise une thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est ce qui est approuvé par le gouvernement. Donc, je sais, j'ai fait un certificat en toxicomanie, puis c'est ce qu'on nous parlait surtout. Les étapes, on n'entendait pas parler dans le certificat en toxico. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a quelques expressions de même qu'on retrouve d'en haut qui viennent des maisons de thérapie. On a parlé à 90 meetings à 90 jours. On entend aussi bois pas pour faire du meeting, comme si c'était la recette de la sobriété. Pas ça. Pas ça. C'est plutôt le mode de vie qui est la recette de la sobriété. Prends ce qui fait ton affaire. Prends ce qui fait ton affaire, ça, c'est un style cafétéria. Ça fait 1, 2, 3, 11. Il y a des gens qui font 1, 2, 3, 11. J'ai entendu aussi, on entend des fois, faites du meeting pour avoir de la sobriété en banque en cas de besoin. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque, puis ce n'est pas les meetings que tu fais qui vont te garder abstinent. Ils vont te garder ça. Peu importe ce qui arrive, bois pas. Ben oui. Comme si un alcoolique pouvait faire ça tout seul. Tu sais, ça ne marche pas, ça, cette patente-là. Il y en a qui vont dire des fois, boire n'est pas une option pour moi. Ben oui. Si tu es juste avec tes seules ressources, c'est risqué. C'est pas juste ça qui va te garder abstinent. C'est ça. Fait que je pense que c'est ceux qui comprennent le mode de vie et qui savent comment ça marche, c'est notre responsabilité à quelque part de partager ça, de partager ce qui est vraiment la recette pour la sobriété. C'est un peu ça que je fais avec vous autres à soir. Après ça, j'avais-tu tout ce que j'avais? Ça passe. OK. La première partie du livre, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on parle du programme de rétablissement, bien sûr on parle toujours des étapes. Donc, Bill avait une façon de... Moi, j'aime beaucoup la façon qu'il a écrit. Il a écrit, en passant, le gros livre a été écrit, Bill a écrit le premier draft, puis il soumettait le draft à les membres du temps en 1938. Ça se passait en 1938 quand ils l'ont écrit. Donc, les membres du temps se retrouvaient à New York ou à Akron. Fait qu'il envoyait une copie à Akron, il gardait une copie à New York, puis il passait ça dans les meetings, puis il commentait. Alors, les membres étaient invités, les 100 premiers membres étaient invités à commenter le contenu du gros livre. Donc, c'est un effort collectif. C'est pas juste Bill qui écrit ça. Mais on reconnaît la façon d'écrire de Bill. Bill avait beaucoup de vocabulaire, puis il aimait utiliser des mots différents pour exprimer la même idée. On va le voir en cours de route, là. Donc, étape, programme de rétablissement, mode de vie. Tout ça, c'est les 12 étapes. OK? C'est beau pour ça. On va aller, Hélène, puis tout le monde, on va passer maintenant à l'avant-propos de la première édition. Parce que, comme je vous disais, je ne lis pas tout. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est prenez le temps de lire entre les rencontres. Prenez le temps de lire les chapitres qu'on va passer. Tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne commencent pas la lecture du gros livre avant le chapitre 1, qui est l'histoire de Bill. Alors que le chapitre le plus important de ce livre-là, c'est peut-être l'opinion du médecin. Parce que ça nous décrit vraiment le problème. C'est là qu'on a besoin de starter, à tout le moins. Mais les avant-propos, la préface, c'est important aussi. OK, donc on va aller à l'avant-propos de la première édition. L'avant-propos de la première édition. Hélène, veux-tu nous lire le premier paragraphe, s'il te plaît? L'avant-propos qui suit est celui qui apparaissait dans le premier tirage de la première édition paru en 1939. Nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques
comment exactement nous nous sommes rétablis. Nous espérons qu'ils trouveront ces pages assez convaincantes pour qu'aucune autre preuve de notre rétablissement ne soit nécessaire. Ce compte-rendu de nos expériences devrait, selon nous, aider chacun à mieux comprendre l'alcoolique. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Par ailleurs, nous sommes certains que notre mode de vie peut profiter à tous. OK. Alors, ça commence par que le mot « nous ». C'est parce que, justement, il ne voulait pas que ce soit l'écriture d'une seule personne et ce n'est pas non plus l'expérience d'une seule personne. C'est l'expérience des 100 premiers membres qui ont découvert une recette pour se rétablir. Alors, nous, c'est nous, on n'est pas tout seul là-dedans aussi. Ils disent une centaine d'hommes et de femmes. Les femmes n'étaient pas très nombreuses à ce moment-là. Je vais vous dire, quand ils ont écrit le gros livre, il y avait peut-être 2-3 femmes, 2 femmes qui avaient une certaine sobriété. Il y en a qui étaient venues un peu avant, 2 autres qui étaient venues mais qui n'étaient pas restées. Donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Alors, ça peut expliquer l'écriture du gros livre qui est toujours au mode masculin. Et c'est ça. On a souvent ça, ce n'est pas le seul texte qui est écrit au mode masculin, là. Il faut toujours penser qu'il n'y avait pas juste des hommes. Alors, il nous explique que le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. Donc, c'est un livre de recettes qui donne la recette exacte. Une recette, si tu prends, tu as été chez un ami, puis tu as eu une recette de gâteau, tu arrives chez vous, tu essaies de faire le gâteau, mais toi, tu décides qu'au lieu d'une tasse de sucre, ça va être 2 tasses, puis tu décides que de l'huile là-dedans, j'aime pas ça, je vais mettre telle autre affaire, je vais mettre du beurre. Mon chum fait ça avec le pain, il change l'huile pour de la graisse, lui. Mais ça donne des bons résultats pour lui, ça fait que c'est bon. Mais dans une recette de gâteau, ça ne fera pas. Ça fait que quand tu as une recette, tu es mieux de la suivre si tu veux avoir le même résultat. Fait que c'est ça. Donc, si tu veux le même résultat que les 100 premiers membres, ben, tu es mieux de suivre la recette qui donne là-dedans. Alors, c'est pas mal ça. Si tu veux continuer, on va aller à la page XIV, Hélène, le paragraphe qui dit « Nous ne formons pas ». Donc, le 3e paragraphe de la page XIV. Nous ne formons pas une organisation au sens traditionnel du terme. Nous n'imposons aucun frais ni droit. Le désir sincère de cesser de boire est la seule condition pour devenir membre. Nous ne sommes ni rattachés ni opposés à aucune religion, secte ou confession. Nous désirons simplement venir en aide à ceux qui sont affligés. Nous encourageons. Non, c'est correct, on va arrêter là. Là-dedans, je vous amène à ce paragraphe-là parce qu'il y a une phrase au centre à peu près qui dit « le désir sincère de cesser de boire ». Vous voyez, ce paragraphe-là, c'est ce paragraphe-là, puis les 2 paragraphes précédents, c'est comme la base des traditions. Il n'y avait pas écrit les traditions encore à ce moment-là. Les traditions ont été écrites par Bill plus tard. Mais c'est la base quand même des traditions. Puis ici, il y a le désir sincère, alors que dans les traditions, ça dit le désir d'arrêter de boire est la seule condition. Moi, ce que je crois, c'est qu'ils ont enlevé le sincère dans les traditions parce que quand tu arrives à Alcooliques Anonymes, tu n'as pas toujours le désir sincère d'arrêter de boire. Ça aurait pu être restrictif pour les membres. Donc, ils ont enlevé le sincère. Mais je crois personnellement que le désir doit devenir sincère avec le temps. S'il n'est pas sincère, tu ne pourras pas rester abstinent. C'est ça que j'avais à ce sujet-là. Là, on va aller à l'avant-propos l'avant-propos de la 2e édition. L'avant-propos de la 2e édition, ce qui donne, c'est la croissance et l'histoire des Alcooliques Anonymes de 1935 à 1955. Alors moi, je ne veux pas lire ça. Ce que je veux faire, je vais le lire, vous allez voir, je veux vous raconter l'histoire. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire du début des Alcooliques Anonymes qui part un peu plus loin que les autres partent. Alors, moi, j'ai cherché beaucoup, j'ai
sur Internet, puis l'histoire d'Alcooliques Anonymes, on la retrouve aussi dans le livre Le mouvement des AA devient adulte, pour ceux qui l'ont, là. Alors, je vais vous commencer ça avec Bill, qui a été hospitalisé à l'automne 1933 à l'hôpital Towns de New York, où le docteur Silkworth lui a expliqué la maladie de l'alcoolisme. Il lui a expliqué qu'il souffrait d'une allergie physique et d'une obsession mentale. Bill est revenu à l'hôpital en juin 1934 parce qu'il ne réussit pas à rester sobre. Parce qu'il il connaît le problème. Lui, il est sûr qu'une fois qu'il connaît le problème, il va être correct pour rester abstinent. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas la solution. Il sait juste qu'il est impuissant, qu'il a une allergie physique puis une obsession. Mais il n'y a pas la solution. En 1930, il y avait Roland Hazard, qui a été traité par le docteur Carl Jung. Roland Hazard, c'est un alcoolique. Le docteur Jung lui a, après l'avoir revu une deuxième fois, il a suivi une thérapie, je pense, d'1 an avec Carl Jung. C'est un homme qui avait assez d'argent quand même. Puis il suit une thérapie d'1 an avec Carl Jung. Puis il pense qu'il va être bon pour rester abstinent parce qu'il est bien renseigné sur son état. Puis bon, il a fait une thérapie. Ça fait qu'il se connaît mieux, il devrait être correct. Il retourne boire parce que lui non plus, il n'a pas la solution à son problème. Il retourne boire, puis il décide de retourner voir le docteur Young. Et là, le docteur Young, après avoir parlé avec lui, il dit, bon, ben là, ton cas, je ne peux plus rien faire pour toi. Ton cas est comme désespéré. Il dit, je ne peux vraiment plus rien faire. Ça, c'est Carl Jung qui parle. Et Roland lui demande, y a-t-il aucun espoir? Et Carl Jung il dit, ouais, il y a eu des cas qui se sont rétablis, des gens qui ont vécu ce qu'il appelle une expérience spirituelle vitale, qui ont réussi à arrêter de boire. Donc, Roland se dit, bon, ben moi, je suis religieux quand même, je vais pouvoir arrêter. Mais Carl Jung, il dit, non, ce sera pas, c'est pas ça qui va être suffisant pour t'amener une expérience spirituelle vitale. Donc, Roland retourne aux États-Unis pour chercher à avoir une expérience spirituelle vitale. Et pour ça, il joint les groupes Oxford. Le groupe Oxford, c'est un mouvement religieux, mais ce n'est pas de dénomination particulière. Il accepte des gens de toutes les confessions religieuses chrétiennes. Et eux autres, ils ont un programme d'action, les groupes Oxford, un programme d'action en 6 étapes. Et c'est la base de nos étapes aujourd'hui. C'est la base de nos étapes, je te dirais 2 à 12, en gros. Tu sais. Donc, Roland suit ce programme d'action-là et réussit à arrêter de boire et se rétablit de l'alcoolisme. Roland a un ami qui s'appelle Ebby Thatcher. Ebby est aussi un alcoolique et il est prêt à être enfermé. Roland apprend ça, il se présente à la cour avec un autre membre des groupes Oxford, Sebra, et ça donne, comme par hasard, que le juge, c'est le père de Sebra. Alors, ils conviennent avec le juge de prendre en charge Ebby et de l'amener au groupe Oxford pour qu'il puisse se rétablir de l'alcoolisme. Parce que sans ça, Ebby se serait retrouvé à un institut psychiatrique pour le reste de ses jours. Sa famille l'aurait fait interner. Donc, Ebby se rétablit avec les groupes Oxford. Et Ebby transmet finalement le message à Bill en fin novembre 1934. Ebby va chez Bill. On retrouve ça dans l'histoire de Bill, cette histoire-là. Donc, il lui explique la recette pour se rétablir. Il lui parle de la solution, de l'expérience spirituelle vitale qui est nécessaire, puis qui peut être trouvée dans les groupes Oxford, puis que les groupes Oxford ont le programme d'action. Donc, à ce moment-là, Bill est la première personne à avoir une définition du problème et de ses causes, une solution qui lui est présentée, puis un programme d'action qu'il va pouvoir mettre en pratique. Et c'est avec ça qu'il réussit à se rétablir. Il retourne à l'hôpital, il n'arrête pas de boire tout de suite après avoir rencontré Ebby. Il boit encore un peu, mais il retourne à l'hôpital. Il devient sobre le 11 décembre. Il joint aussi les groupes Oxford le 18 décembre. Donc, Bill a son expérience spirituelle pendant qu'il est à l'hôpital.
Après ça, il essaie de transmettre le même message à d'autres alcooliques à New York, puis ça ne marche pas très bien. Il n'a pas eu de succès du tout, jusqu'à temps qu'il aille à Akron pour une occasion d'affaires, puis comme il a soif, il décide de chercher un alcoolique avec qui il peut parler pour éviter de retourner boire. Et de fil en aiguille, c'est-à-dire qu'il téléphone à un ministre du culte, qui téléphone à une femme qui fait partie des groupes Oxford, et il organise une rencontre avec un alcoolique d'Akron, qui est le docteur Bob. Donc, Bill transmet le message au docteur Bob le 12 mai 1935, à la fête des mères. La farce ou la coïncidence, si on veut, c'est que Bob avait déjà rejoint les groupes Oxford en 1933. Il y avait la solution dans les groupes Oxford, c'est-à-dire il y avait la solution puis le programme d'action, il y avait ça. Mais Bob n'était pas au courant de la profondeur de son problème, ce qui fait qu'il ne pouvait pas appliquer la solution vraiment. Alors, Bill lui a donné l'explication du problème et avec la solution que Bob avait déjà, il a pu se rétablir. Il est devenu sobre de façon permanente le 10 juin 1935, donc c'est la date qu'on considère aujourd'hui comme la date de fondation du mouvement. Donc, c'est ça la petite histoire des débuts des alcooliques anonymes. Pourquoi Abby ou Roland ne sont pas des fondateurs des alcooliques anonymes? Roland n'est pas dans les fondateurs parce qu'il n'a jamais... il est resté abstinent, il est resté dans les groupes Oxford. Il n'est pas venu à Alcooliques Anonymes. Parce qu'il est devenu les alcooliques des groupes Oxford sont devenus aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. Mais Roland n'a jamais adhéré à Alcooliques Anonymes. Abby, je pense que oui, d'après ce que je suis pas certaine, là, mais Abby a rechuté. En avril, en avril 1937. Donc, et après ça, il est revenu, retourné. Et je pense qu'il est resté abstinent 2 ans avant de décéder. Mais comme il n'y a pas eu de sobriété permanente, il n'est pas un des fondateurs des Alcooliques Anonymes. Donc, c'est ça, l'historique des débuts des Alcooliques Anonymes. Ça va-tu? Donc, on va passer, je crois, attends un petit peu, je vais aller voir si j'avais d'autres choses à parler dans l'avant-propos de la 2e édition. Non. On va passer à l'avant-propos de la 3e édition, Hélène, s'il te plaît. Le 3e paragraphe de la page XXII, donc 22 en chiffre romain. Lequel paragraphe? Le 2e? Le 3e. 3e. Il semble. Il semble que les principes de base du programme DA sont efficaces pour les gens ayant des modes de vie différents, tout comme le programme a permis le rétablissement à des personnes de diverses nationalités. Les 12 étapes qui résument le programme peuvent s'appeler los 12 pasos dans un pays, the 12 steps dans un autre, mais la voie qu'elle trace vers le rétablissement est exactement la même que celle qui a été défrichée par les tout premiers membres des Alcooliques Anonymes. Merci. Moi, c'est ça. Donc, ce que ça dit, ça, c'est que la recette pour la sobriété n'a pas changé avec le temps. Là, ça, c'est écrit en 1976. La recette n'a pas changé, puis même depuis 1976, ça n'a pas changé non plus. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe, la page suivante? Malgré l'augmentation du nombre de ses membres et de l'étendue de sa présence, notre association conserve sa simplicité et son caractère intime. Chaque jour, quelque part dans le monde, un alcoolique commence à se rétablir parce qu'il a reçu l'aide d'un autre alcoolique qui a partagé avec lui son expérience, sa force et son espoir. C'est ça. Alors ça, c'est la 12e étape qu'on nous parle là, à la dernière phrase, là. Donc, le rétablissement commence quand on partage avec un autre alcoolique. Quand j'ai reçu le message, moi, ça a été le premier meeting que j'ai fait, où quelqu'un a partagé son expérience, c'est-à-dire son expérience comme buveur, son expérience avec le mode de vie aussi, et sa force, son espoir, sa force. Ouais. OK?
On va aller maintenant à l'opinion. On serait rendu à l'opinion du médecin. On va aller à la page XXVI 26 en chiffres romains. Si tu veux commencer, on va commencer au début, Hélène, à l'opinion du médecin. Nous, des alcooliques anonymes, croyons que l'opinion d'un médecin sur le programme de rétablissement décrit dans ce livre pourra intéresser nos lecteurs. S'il est un témoignage convaincant, c'est bien celui apporté par les médecins qui ont pu se rendre compte de la souffrance de nos membres et qui ont été témoins de leur retour à la santé. Voici la lettre écrite par un médecin célèbre, directeur médical d'un hôpital réputé du pays, spécialiste dans le traitement de l'accoutumance à l'alcool et à la drogue. Acquis de droit. Non, attends un peu. OK. C'est ça, le directeur médical, donc c'est le médecin, c'est William D. Silcoat. On voit sa signature à la fin de sa lettre, la première lettre. Et le docteur Silcoat, c'est un neurologiste et psychiatre. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est lui qui est le directeur médical de l'hôpital Towns à New York. Il est spécialiste dans le traitement de l'alcoolisme. Donc, il donne, dans le fond, ici, il donne son aval à la méthode décrite pour le rétablissement des alcooliques anonymes. Si tu veux continuer à lire. Acquis de droit, je suis spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme depuis plusieurs années. À la fin de 1934, j'ai traité un patient qui, bien que... Non, il y a un drôle de bruit, non? Oui, ça, c'était le téléphone à Jean-Marc qui a sonné. Okay. On va arrêter la sonnerie de notre téléphone. Merci. Ouais. Je recommence. À la fin de 1934, j'ai traité un patient qui, bien qu'il eût été un homme d'affaires compétent et capable de gagner beaucoup d'argent, était alcoolique à un degré que j'en étais venue à juger désespéré. OK. Au cours de Excuse, Hélène. Le patient qui a traité, c'est Bill. Un homme d'affaires, c'est Bill, était un courtier, hein, capable de gagner beaucoup d'argent, il était alcoolique à un degré, un type qui jugeait désespéré. C'est le médecin qui juge que Bill était un cas désespéré. Vas-y. Au cours de son 3e traitement, cet homme a acquis certaines idées au sujet des moyens possibles de se rétablir. Dans le cadre de son rétablissement, il a commencé à exposer ses idées à d'autres alcooliques, insistant auprès d'eux pour qu'ils agissent de même envers d'autres. De là a pris naissance une association formée de ces hommes et de leurs familles qui s'est développée rapidement. Cet homme et plus d'une centaine d'autres semblent s'être rétablis. OK. Donc, il a commencé à exposer ses idées. C'est bien sûr qu'ici, on parle des étapes. Les étapes qu'il y avait dans ce moment-là, qui étaient les étapes du groupe Oxford, qui correspondaient en gros, au lieu de 12, c'était 6 étapes, là, et ça correspondait pas mal à nos 12 étapes, sauf la première, c'est très caractéristique des alcooliques anonymes. Il n'y avait pas ça dans les groupes Oxford. À part de ça. Et oui, l'association, quand il parle de l'association, dans le gros livre, ils font nettement la distinction entre le programme d'action, qui sont les 12 étapes, puis l'association. Un autre mot qu'ils utilisent, c'est la fraternité, ou c'est le mouvement. Association, fraternité, mouvement, ça signifie toute la même chose. C'est le regroupement d'hommes et de femmes, puis par association, ça inclut nos groupes, nos rencontres. Quand on va à un meeting, on va à la fraternité. On ne va pas au programme d'action. Et ça inclut, c'est ça, les meetings, quel autre que j'avais en tête, puis les membres qui se partagent entre eux. OK? Et c'est intéressant de voir ici, ils disent de là, des idées exposées, à partir des étapes a pris naissance l'association. Ce n'est pas l'association qui est venue en premier, c'est le mode de vie, la solution commune. Le problème commun, la solution commune ont amené la naissance du mouvement des alcooliques anonymes. OK? C'est beau?. Vas-y, Hélène.
continue. Oui. Personnellement, je connais de nombreux cas où d'autres méthodes avaient été totalement infructueuses. OK. Ces faits semblent avoir... Excuse, c'est bon. Je pense qu'on va arrêter là pour ça. Dans les autres méthodes qui avaient été infructueuses, tout ce qui n'est pas un mode de vie spirituel ou la solution préconisée par Alcooliques Anonymes, ce qu'il dit, ces autres méthodes-là avaient été infructueuses. En tout cas, les autres méthodes qu'il y avait à ce moment-là. Puis, personnellement, je crois aussi aujourd'hui que les autres méthodes ne fonctionnent pas. Par exemple, aujourd'hui, dans les maisons de thérapie, il y a beaucoup, je vous ai dit, la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a aussi le boire contrôlé, ces patentes-là. Puis, d'après moi, ces patentes-là, ces méthodes-là ne fonctionnent pas plus aujourd'hui qu'ils fonctionnaient dans le temps. Fait que les autres méthodes infructueuses, ça peut inclure ça. Ou ça inclut aussi les autres idées fausses que je vous parlais. Là. Bois pas puis fais du meeting. C'est avec ça qu'on a des multiples rechutes. Bois pas puis fais du meeting. Aussi, juste pour votre petite information, la signature du Dr. Silkworth avec son nom sont apparues seulement à la 2e édition. À la première édition, il faut voir que dans ce temps-là, l'idée de maladie n'était pas répandue. Il y avait peut-être un autre qui avait parlé que ça pouvait être une maladie, mais ça n'avait pas circulé beaucoup dans les milieux médicaux. Ça n'avait pas été accepté. Mais le Dr. Silkworth était un des premiers à avoir prétendu que l'alcoolisme est une maladie. Mais ce n'était pas accepté totalement par la communauté médicale. Il avait publié déjà avant, je pense que c'est en 1937 qu'il avait publié un papier dans une revue médicale pour dire que l'alcoolisme était une maladie. Mais c'était pas répandu comme idée. Donc, il avait utilisé une certaine précaution en ne mentionnant pas son nom dans la première édition. Mais plus tard, en 1955, la 2e édition, il a ajouté son nom parce que c'était maintenant reconnu dans le monde médical que l'alcoolisme était une maladie. Alors, si tu veux continuer, Hélène, après la signature du médecin, s'il te plaît. Oui. Le médecin qui, à notre demande, nous a remis cette lettre a eu la bonté de préciser davantage son point de vue dans un autre texte qui est reproduit plus loin. Il y confirme ce que nous, qui avons enduré la torture de l'alcoolisme, devons croire, que l'alcoolique a un physique aussi anormal que son esprit. Il ne nous suffisait pas de nous entendre dire que nous ne pouvions pas maîtriser notre consommation d'alcool simplement parce que nous étions mal adaptés à la vie, que nous étions coupés de la réalité ou que nous étions des malades mentaux. Ces choses se vérifiaient jusqu'à un certain point, en fait totalement pour certains d'entre nous, mais nous avons la conviction que notre corps aussi était affecté. Selon nous, toute description de l'alcoolique qui néglige cet aspect physique de la maladie est incomplète. OK. Donc, il commence à nous dire doucement que l'alcoolisme, c'est une maladie. Donc, il dit l'alcoolique a un physique aussi anormal que son esprit. Donc, l'alcoolisme, ce n'est pas seulement une maladie mentale, même si dans le dictionnaire médical, le DSM 4 ou 5, maintenant je pense que c'est 5, l'alcoolisme est classé dans les maladies mentales. Mais il y a un aspect physique à la maladie aussi. On va en parler un peu plus tard. Donc, le médecin commence à dire ça. Donc, il dit, on ne pouvait pas maîtriser notre consommation simplement. Il dit qu'on était mal adapté. En fait, il est en train de nous dire doucement qu'on était mal adapté à la vie, coupé de la réalité ou malade mentaux. Ça va pas bien. Il dit que ça se vérifie jusqu'à un certain point. C'est pas, je me rappelle dans un intensif qu'on avait fait à un moment donné, il y avait un membre qui avait tiqué là-dessus, puis que lui, ça le dérangeait beaucoup, l'histoire de la maladie mentale. Mais finalement, après, à la fin de l'intensif, il était plus réconcilié avec cette idée-là. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement fou, ça veut dire que notre esprit est faussé
par le fait d'avoir bu et d'avoir cru que l'alcool était une solution à nos problèmes. Donc, la partie mentale de la maladie, il y a beaucoup dans la suite du livre, il parle d'insanité pour décrire ce phénomène-là. Et ça inclut l'obsession d'alcool et le fait de croire des idées fausses par rapport à l'alcool. Croire que l'alcool est bon pour moi, croire que je peux le boire sans problème, ou croire que je vais m'en sortir cette fois-ci, je vais boire juste un verre. Croire toutes ces idées-là, ça fait partie de l'insanité. Et l'insanité a été expliquée par quelqu'un un moment donné qui disait que c'est comme si tu as une pointe de tarte, tu as 10 pointes dans une pointe de tarte, puis tu en donnes une pointe à quelqu'un, ta tarte est plus complète. Bien, l'esprit d'un alcoolique n'est pas tout à fait complet, il manque une pointe. Puis la pointe qui manque, c'est par rapport à l'alcool. L'alcoolique n'est pas capable de voir la vérité par rapport à l'alcool. Donc, ça fait partie, c'est ça l'insanité ou maladie mentale de l'alcoolisme. Ça fait-tu du sens pour vous autres? Jusqu'à date? Oui? OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? OK. Notre corps aussi était affecté, était malade. En anglais, le sens est plus malade. Notre corps était sickened, malade. OK. Continue l'autre paragraphe, s'il te plaît. La théorie du médecin selon laquelle nous sommes allergiques à l'alcool présente un intérêt pour nous. En tant que profane en matière de médecine, notre opinion sur cette théorie est bien sûr peu valable. Mais comme ex-buveur, nous pouvons dire que cette explication est sensée. Elle répond à plusieurs questions qui autrement resteraient sans réponse. OK. Donc ici, allergique. Moi, ça m'a pris... pas avant que j'aille aux États-Unis que j'ai compris c'était quoi l'allergie. J'ai compris, quand j'ai cherché dans le dictionnaire, une allergie, la définition d'allergie, c'est une réaction anormale du corps. Donc, notre corps réagit de façon anormale. C'est quoi la façon normale de réagir à l'alcool? Une personne normale qui boit un verre d'alcool, ça lui donne une sensation, un petit feeling d'être plus à l'aise, plus confortable. Ça soulage le stress. Une fois qu'une personne normale a atteint cet état-là, c'est ça qu'elle cherche, c'est ça qu'elle trouve, puis elle est contente avec ça. Ça fait qu'elle arrête de boire. Ces personnes-là, 1 à 3 verres suffisent, puis pour eux autres, c'est pas difficile d'arrêter après un verre ou 2. Tu sais. Une fois qu'ils ont atteint un petit état d'euphorie, là, ils sont bien contents et ils arrêtent de boire. Donc ça, c'est l'état normal de quelqu'un qui prend de la boisson. Mais la réaction anormale d'un alcoolique, c'est quoi? C'est que dans le temps, le docteur Silkwa ne savait pas trop pourquoi un alcoolique, une fois qu'il prend un verre, ça déclenche ce qu'il appelle le craving. Le craving, c'est la soif insatiable qui fait qu'un verre, tu as besoin d'un deuxième verre. Ton deuxième verre fait que tu as encore plus besoin. Tu prends le troisième verre. Le troisième verre augmente le craving. Tu as encore plus soif. La soif insatiable, c'est que tu n'arrêtes pas de boire une fois que tu as commencé. C'est que le craving, c'est une... j'ai trouvé de l'information dans, je pense que c'est l'intensif de Joe et Charlie qui explique ça, que c'est un problème de métabolisme pour un alcoolique. Il semble que le foie et le pancréas des alcooliques éliminent l'alcool plus lentement que les personnes normales. Environ 1/3 à 1/10 moins vite que ceux d'un buveur normal. Puis, quand l'alcool entre dans le corps, ça se décompose en divers composants. Donc, un des composants, c'est l'acétone. Pour un buveur normal, l'acétone va être éliminé complètement. Puis il va par l'urine ou les selles. Mais pas chez un alcoolique. Chez un alcoolique, l'acétone n'est pas éliminé totalement à l'extérieur. Il reste dans le corps. Et en restant dans le corps, c'est ça,
il semble que c'est prouvé que l'acétone déclenche l'envie irrésistible de boire, la soif insatiable. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, les gens, tu sais, il y a des gens avec des problèmes de compulsion alimentaire. Ben, il semble que ce serait, si c'est pour cette personne-là, cet aliment-là a une valeur particulière ou il va déclencher aussi ça. L'acétone va rester dans le corps, puis ça va déclencher l'envie d'en prendre plus. Tu comprends? Donc, c'est ça. Là, je vais juste attendre. Je vais voir, j'ai fait une erreur dans mon texte. Je vais juste être sûr. Acétone, c'est ça. Ça vient de l'acétone. ACTONE. Alors, aussi, ce qu'ils ont découvert, la science a découvert, c'est qu'avec l'âge, le foie et le pancréas, ils vieillissent eux aussi, ils se détériorent. Et donc, l'élimination de l'acétone se fait encore moins bien. Puis, la production d'enzymes diminue aussi avec l'âge. Puis les enzymes, c'est ce qui aide à éliminer l'acétone. Donc, foie, pancréas, puis production d'enzymes diminue, production d'acétone augmente. C'est pour ça que la maladie est progressive. Et c'est pour ça que quelqu'un qui, entre autres, dans le gros livre, on a une histoire d'un quelqu'un qui a arrêté de boire à 25 ans, puis qui recommence à boire à 50 ans. Bien, son foie s'est détérioré, toute la patente s'est détériorée. Fait qu'il ne recommence pas tout à fait au même point qu'il était. Il recommence pire qu'il était. Parce que son foie et son pancréas ne sont pas améliorés, ils se sont détériorés. Fait que ça explique pourquoi les gens atteignent un bas fond ou un état vraiment grave rapidement, puis ils sont âgés. Okay? Ou quelqu'un que vous avez des exemples des fois de gens qui commencent à boire tard dans leur vie, c'est probablement pour ça aussi qu'ils atteignent rapidement un état plus grave. OK. Un petit peu, je vais regarder, je sais qu'on est rendu. OK, donc je vous parlais de l'allergie. Donc, on va aller à l'aide du médecin à la page XXVIII, donc 28 en chiffre romain. Au milieu de la page à peu près, le paragraphe qui débute par les médecins ont constaté. Les médecins ont constaté. Oui. Les médecins ont constaté depuis longtemps qu'une certaine forme de psychologie morale était extrêmement importante pour les alcooliques. Mais la mise en pratique de cette méthode présente des difficultés qui dépassent notre entendement. Malgré nos normes ultramodernes d'évaluation, notre approche scientifique devant tous les problèmes, peut-être sommes-nous quelque peu démunis pour tirer parti des forces du bien qui existent en dehors de nos connaissances théoriques. OK. C'est beau. C'est ça. Ils disent donc, il avoue que la science n'est pas tout à fait. Dans le fond, ils disent que ça présente des difficultés qui dépassent leur entendement. Puis en plus, ils sont démunis pour utiliser les forces du bien. Forces du bien, ils veulent dire la spiritualité, dans le fond, qui existe en dehors de la connaissance théorique. Puis ça, il faut dire que c'est en 1939 qu'il dit ça. Aujourd'hui, la science n'est pas plus avancée qu'elle l'était dans ce temps-là par rapport à l'alcoolisme. Ils n'ont pas plus de solutions qu'ils n'avaient dans ce temps-là. C'est ça. C'est beau. Tu peux continuer, Hélène? OK. Il y a plusieurs années, l'un des plus importants participants à la rédaction de ce livre s'est trouvé soigné dans notre hôpital et pendant son hospitalisation, il a acquis certaines idées qu'il a immédiatement mises en pratique. OK. Plus tard, oui, c'est ça. On revient à Bill encore, puis les étapes quand il parle des idées. OK? OK, je continue? Ou... Oui, continue. Plus tard, il a sollicité la permission de raconter son histoire à d'autres patients hospitalisés ici, et malgré notre inquiétude, nous avons accepté. L'évolution des cas que nous avons suivis était des plus intéressantes. En fait, plusieurs sont étonnants. La générosité de ces hommes que nous sommes venus à connaître, l'absence totale d'intérêt pécuniaire
et leur esprit de communauté sont en effet une source d'inspiration pour celui qui œuvre depuis longtemps et péniblement dans ce monde de l'alcoolisme. Ils croient en eux-mêmes et encore plus en une force capable de ramener à la vie normale des alcooliques chroniques, autrement voués à une mort certaine. OK, donc la force capable de... C'est une puissance supérieure. Je ne voulais pas parler de Dieu vraiment, c'est correct. Il parle d'alcoolique chronique. C'est quoi un alcoolique chronique? Qu'est-ce que ça veut dire? Un alcoolique chronique, ça veut dire quelque chose qui est récurrent, qui revient tout le temps. Le cercle infernal, il n'y a pas de fin. C'est chronique, ça se poursuit tout le temps. OK, tu peux continuer. Certes, un alcoolique doit être libéré de son besoin physique d'alcool, et cela requiert souvent un traitement à l'hôpital avant que des mesures d'ordre psychologique puissent être pleinement profitables. OK. Nous croyons... Non, c'est correct. Juste un paragraphe à la fois, Hélène. Pas plus loin. OK, c'est bon. Merci. Donc, son besoin physique d'alcool. En anglais, il utilise le mot craving. Le craving commence une fois que tu as bu. La soif insatiable commence une fois que tu commences à boire. Et traitement à l'hôpital, quand tu parles de traitement à l'hôpital, aujourd'hui, on appelle ça, c'est la désintoxication. Là. Et vous savez que on peut mourir d'alcool, trop d'alcool, on peut mourir intoxiqué. Il y a des jeunes, il y en a parfois qui meurent de ça parce qu'ils en prennent trop vite. Donc, il y avait, c'est quoi d'autre que j'avais à dire là-dessus? Je pense que c'est tout. C'est beau. L'autre paragraphe, s'il te plaît. Nous croyons, et nous l'avons dit il y a quelques années, que les effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Le phénomène d'un besoin maladif d'alcool se limite à cette catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. Les victimes de cette réaction allergique ne peuvent jamais prendre d'alcool sous quelque forme que ce soit, en toute tranquillité. Une fois qu'ils ont contracté l'habitude de boire et découvert qu'ils ne peuvent plus s'en défaire, une fois qu'ils ont perdu confiance en eux-mêmes et en toute valeur humaine, leurs problèmes s'accumulent et deviennent étonnamment difficiles à régler. OK. Donc, c'est ça. Donc, la réaction physique de la maladie d'alcool, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que l'acétone n'est pas métabolisé correctement, crée le craving. Donc, une fois que tu commences à boire, je ne peux plus arrêter. Moi, ça se manifestait, je vous disais, je buvais à tous les jours, je commençais à boire habituellement quand je travaillais, je commençais à boire aussitôt que j'arrivais à la maison. Puis, j'avais mon fils à ce moment-là qui était jeune, j'ai bu, mon fils avait de 3 ans à 7 ans. Il avait 7 ans quand j'ai arrêté. Puis, c'est ça, je commençais, puis pour ne pas perdre mon feeling, je mangeais un peu. Pas perdre mon feeling, pas. Pour être capable de fonctionner jusqu'à temps qu'elle se couche, je mangeais un peu. Puis je buvais jusqu'à temps qu'elle se couche. Puis là, j'avais hâte qu'il se couche. Parce que tu comprends-tu que j'avais soif, moi, là. J'avais commencé à boire, je ne pouvais pas boire autant que je voulais. Fait que j'avais hâte qu'il se couche puis qu'il dorme. Puis je continuais à boire jusqu'à temps que je me couche puis que je tombe. Si je ne dormais pas, je me relevais puis j'en reprenais d'autres. Parce que j'avais soif. La soif se manifestait. La soif insatiable qui fait qu'une fois que tu as commencé, tu ne peux plus arrêter à moins de tomber endormi ou de tomber en blackout ou je ne sais pas quoi. Fait que c'est comme ça que ça se manifestait chez moi. Il y en a qui peuvent prendre des quantités plus grandes. Moi, quand j'ai arrêté de boire, je pensais que j'en prenais pas tant que ça. Mais je prenais 3,40 onces par semaine. C'était ma ration. Pas 40 onces, parce que je ne buvais pas de bière. Moi, je buvais soit de l'alcool, principalement du whisky. Puis, de temps en temps, pour garder le feeling, je buvais du vin au repas. Fait que, puis pour une femme, quand ils disent plus loin, ils disent à un moment donné que les femmes atteignent le point de non-retour plus rapidement que les hommes. C'est parce que pour une femme, ça équivaut à 1,5. Si je prends un verre d'alcool, un homme a besoin de prendre 1,5, un verre et demi pour avoir le même résultat que moi. Donc, mon 3
mes 3,40 onces par semaine, pour un homme, ça y aurait pris, il aurait bu 4,5, 4,5, 40 onces. Tu sais, ça fait que moi qui croyais que je ne buvais pas tant que ça, j'étais quand même pas pire. Ça fait que, merci mon Dieu, j'en suis venue à réaliser que oui, c'était assez, puis j'avais pas besoin d'aller plus loin. Okay? Fait que c'est ça. Donc, les victimes de cette réaction allergique ne peuvent jamais prendre d'alcool sous quelque forme que ce soit en toute tranquillité. Quand on dit que la maladie d'alcoolique, on peut se rétablir. On se rétablit de la maladie mentale, la partie mentale de la maladie, mais la partie physique, on ne se rétablit pas de la partie physique. La partie physique reste toujours dormante. Si je ne mets pas d'alcool dans mon corps, la maladie physique, ça ne paraît pas. Tu sais, si je ne bois pas, je ne développe pas la soif insatiable. Donc, mais c'est toujours là et ça va rester toujours là. Tu sais, l'allergie ne disparaît pas. Arrêtez de boire. Donc, la maladie physique est permanente. Et ce qui amène la perte de maîtrise de sa vie. À force de boire, je n'ai plus la maîtrise de ma vie. OK? Veux-tu lire l'autre paragraphe, s'il te plaît, Hélène? Oui. Une approche émotive superficielle suffit rarement. Le message susceptible d'intéresser et de retenir l'attention de ces alcooliques doit être intense et puissant. Dans presque tous les cas, leurs idéaux doivent être fondés sur une force plus grande qu'eux-mêmes s'ils veulent être en mesure de refaire leur vie. OK. Donc, le message doit être intense et puissant. Il y a quelqu'un que j'ai entendu qui comparait ça à une encre. Pour retenir mon attention, c'est comme s'il faut qu'on m'arrête quelque part. Il faut que ça soit convaincant. Tu comprends-tu? Et c'est ça. Donc, le message, pour moi, le message du gros livre est très convaincant. Et surtout, l'opinion du médecin, c'est c'est un chapitre bien important pour un nouveau qui comprenne un peu la maladie. Tu sais? Puis le message intense et puissant, il faut qu'il y ait une définition du problème qui me rejoigne, puis il faut qu'il y ait une solution qui me rejoigne aussi. Fait que, on a ça dans le mouvement des alcooliques anonymes, ceux qui sont prêts. Tu sais, des fois, j'ai entendu ça dans le AA, c'est pas pour ceux qui ont besoin, c'est pour ceux qui le veulent. C'est eux autres ceux qui veulent une solution, vraiment vouloir une solution, c'est eux autres qui vont s'en servir. Quelqu'un qui en a besoin, il y en a beaucoup de monde qu'on voit qui en aurait besoin, mais ils n'en veulent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à arrêter. Puis aussi, dans ce paragraphe-là, ils disent fondé sur une force plus grande qu'eux-mêmes, une puissance, un pouvoir plus grand que le mien, parce que moi, je n'ai pas de pouvoir, donc j'ai besoin d'un pouvoir plus grand que le mien. Puis ils disent s'ils veulent être en mesure de refaire leur vie. Refaire leur vie, ça ne veut pas dire revenir comme avant. Si tu reviens comme avant, tu restes avec les mêmes problèmes humains que tu avais avant d'arrêter. Tu as besoin de trouver une solution à tes problèmes humains pour être capable de rester abstinent. Si tu n'as pas trouvé de solution à ça, tu peux revenir à ta drogue de choix.